Est. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 72. Salut Salut Kev. Ça va ? Ça va tranquillou bilou, comme un... Je sais plus quel jour on est, mais j'ai déjà dit ça la semaine dernière. Donc ça va bien et toi ? Ça va. Alors, comme vous pouvez sûrement l'entendre, encore une fois, il n'y a pas de V avec nous pour une simple et bonne raison. Olive, je te laisse l'expliquer. V, pour des besoins de temps, etc., a décidé de prendre là du recul, il nous a envoyé un message, etc., parce qu'il est très occupé avec ses études, et du coup, il ne va plus participer pour l'instant à Faites entrer le film. On espère bien peut-être le récupérer pour le 100e, si on va jusque 100, mais là, vraiment, maintenant, il arrive en période d'examen global, puis recherche de travail, donc il s'est retiré du projet. On n'est pas fâché du tout, de toute façon c'est ma belle famille donc j'ai pas le choix, mais voilà, il nous a fait part du souhait d'arrêter Faites entrer le film, et puis bon, on va continuer à deux parce qu'on a un objectif, c'est d'aller au moins jusqu'au numéro 100, t'es d'accord Doudou ? Exactement. Et puis après on verra. Voilà, donc vous allez nous écouter maintenant à deux. S'il revient, tant mieux. S'il revient pas, on fera 100, c'est pas grave. Mais vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne KVO, parce que nos voix sont peut-être intéressantes, mais nos visages sont tout autant plus drôles. Le mec n'a aucun scrupule à faire de la pub. Pas les couilles. Non, mais il a raison, hein. Vous aurez un lien affiché dans la description. Si on peut pas faire notre pub pour notre chaîne secondaire, je vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne secondaire. Enfin, une chaîne première. Mais bon, c'est fini l'autopromo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures de la famille Sandin, père, femme, fils et fille, enfermés dans leur maison pour se protéger du titre du film qui ne dure que 12 heures. Et punaise, 12 heures, c'est long. Bienvenue dans American Nightmare. Bienvenue dans The Purge. Bienvenue dans un film. Yeah, c'est ça. Donc, American Nightmare pour le titre français, La Purge pour le québécois et The Purge pour le titre original. Réalisation de James de Monaco, peut-être, il y vit, je sais pas. Avec comme acteurs principaux Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane, Reese Wakefield, Mike Burkholder. C'est un film américain de type horreur, thriller, science-fiction de 85 minutes, sorti en 2013, qui a coûté 3 millions de dollars et qui en a rapporté 89 millions dans le monde. Et c'est le premier épisode d'une multitude d'autres films et séries aussi. Donc, mais dont on va pas trop s'étendre parce que moi j'ai pas vu la série, j'ai vu que les 3 premiers films. Pareil. Donc, c'est pas grave. Et ils changent tellement que je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'en parler. C'est le seul, en tout cas sur la trilogie originale, sur la trilogie de base des 3 films qu'on a vus, c'est le seul qui est un vrai huis clos, Oui. le premier The Purge. Hein. Ouais. C'est le seul qui est un vrai film d'horreur, entre guillemets. Ouais, un film de tension, un peu horreur, bien qu'il n'y ait pas de monstres dedans. Enfin si, les monstres, c'est les autres, finalement. Les humains. Les humains, les nantis. Alors, c'est une première scène. Alors, le film s'ouvre sur un carton nous dépeignant les États-Unis de 2014, le jour où les pères fondateurs arrivés au pouvoir ont décidé de faire régresser et chuter de manière stricte la violence dans le pays, hein, vraiment aux États-Unis, dans toute l'Amérique du Nord. Et pour ça, il a été décrété qu'une fois par an, il y aurait une purge où homicides et toute forme de violence seront gratuites. Il n'y aura aucune intervention des forces de police, aucune intervention des forces de premier secours, et les gens peuvent absolument faire ce qu'ils veulent. Et suite à ça, s'ensuit une avalanche d'images d'archives, montrant des scènes de violence, de torture, de décapitation à la hache, mais tout ça filmé avec des caméras de surveillance, etc. Donc, de loin, de façon à pas trop heurter le public, etc. Et c'est la fin de la première scène. Donc, c'est ça. Et puis, on va suivre donc la famille Sandin, avec le papa qui a l'air d'être président d'une entreprise de sécurité qui sert à renforcer les maisons pour cet événement qui est la purge, qui vit dans un complexe
Enfin, dans... Ils arrivent à se perdre dans leur propre maison. Donc bon. Voilà, c'est ça, elle est immense et avec en plus des nouvelles structures. Enfin voilà, c'est indécent tellement elle est grande. Enfin, voilà. Et ils habitent donc entre personnes aisées. Et on arrive, il nous apprend qu'il est premier en termes de sécurité. D'où on sait pas, mais je pense que c'est des États-Unis. Mais voilà, donc tout est nickel, tout est bien. La purge va commencer. Et voilà. Elle est intéressante cette famille parce que c'est vraiment Portrait of American Family en fait. Tu as vraiment le père qui est presque imbu de lui-même et de ses résultats, a raison. Hein, il a, comme ils le disent dans le film, il y a 10 ans, ils étaient en difficulté pour ne serait-ce que payer un loyer. Et aujourd'hui, ils réfléchissent à s'acheter un bateau avec sa femme. Donc il a réussi, il affiche sa réussite. Bien que dans le film, on comprend qu'il est fier de sa réussite, mais il donne pas l'impression d'en faire tant que ça non plus. On a le fils qui doit avoir 12 ans ou 14 ans, donc qui a vraiment grandi avec l'arrivée de la purge. C'est-à-dire que le film se passe en 2023 et il n'a pas grandi sans cette activité nocturne une fois par an qu'est la purge. Et on peut déjà voir chez lui qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond pour un enfant de son âge. Et à côté de ça, on a la fille, qui est une adolescente tout à fait ordinaire, un peu capricieuse au début du film. En tout cas, voilà. Je pense que la fille est la moins perturbée par la purge. Et il reste la femme, qui je pense... Au foyer. Femme au foyer, bien sûr, qui, pour moi, en tout cas, mais c'est peut-être pas le même ressenti pour tout le monde, elle a une rage à l'intérieur qu'elle n'exprime. Elle se comporte pas comme souvent on dit des femmes. Elles arrivent à se contenir et elle contient beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attendais presque qu'elle explose dans le film. Ce sera pas le cas. Pas trop. Mais tu sens qu'elle en a gros sur la patate et qu'elle n'a peut-être pas la même vision que le mari, finalement, sur la purge, etc. C'est ça, tu sens que c'est elle le vrai pilier de famille. Si la famille tient, c'est parce qu'elle est là. Hein. Elle fait le lien entre ses enfants et le mari parce que le mari a une sacrée rupture avec sa fille. Parce que crise d'adolescence, parce qu'elle sort avec un garçon qui est plus âgé qu'elle et que le père désapprouve. Donc conflit interne. Il a quelques soucis de communication avec son fils parce que son fils est en train de se faire et voilà. Donc c'est cette mère qui va aller, qui tient en lien tout ça. Et oui, je pense qu'elle en a gros sur la patate parce que peut-être que cette vie-là, c'est pas non plus la vie qu'elle rêvait de vivre. Parce qu'on se rend compte qu'il est, comme tu disais, il y a 10 ans, ils le disent en plus, ça avait pas l'air d'être foufou leur vie, mais peut-être qu'ils étaient pas moins heureux. C'est ça en fait, que c'est ce côté-là. Et il faut dire aussi que là où je pense que ce film est un petit reflet de la société aussi, c'est que on peut donc dire que cette famille-là, les Sandin, sont une famille de nouveaux riches. Complètement. Il a fait son business sur la purge, en fait. Voilà, c'est ça. Et tu te rends compte que les interactions qu'ils auront avec les autres personnes de leur complexe immobilier, là, sont des vrais riches. Enfin, ont l'air, ça se voit à leur dégaine, à leur truc, à leur façon de parler. Ceux qui vont attaquer leur maison, pareil. Tu sens que c'est des jeunes très imbus d'eux-mêmes. Et ils se présentent comme tels. Hein. Oui, c'est ça. Et là, une autre personne qui va venir à l'extérieur, qui est censée être un SDF. En plus, c'est un personnage afro-américain. Donc vraiment, je pense que... Enfin, si on peut pas te le coller plus proche de la figure qui a une histoire sociétale, je vois pas comment tu peux pas le comprendre. C'est clair. Qui lui, donc, va être sauvé par le gamin et par cette famille. Et je pense que c'est là aussi où tout le sujet du film, c'est que... où est la place de ces gens-là ? Bah, pas dans cette maison, déjà. Non, clairement pas. Non, mais je pense que le film se voulait, grand spectacle par moment sur les scènes de tension, etc. Mais on peut y lire, je pense, une critique sociétale assez acerbe, puisque même à la fin, sans trop en dire tout de suite, mais c'est pas forcément le riche qui va aider le pauvre, tu vois, c'est un travail plus ou moins d'équipe. Même quand tu les entends parler, c'est la purge, elle sert à Oui, c'est vraiment dératiser en fait, hein. C'est ça, c'est faire les SDF n'ont pas leur place et on est là, ils sont uniquement mis là pour qu'on puisse s'amuser pendant la purge. Donc je pense que que ce film avait un message qui est totalement perdu dans le 2 et 3. C'est ça, et c'est comme, j'ai envie de faire un lien, même si je suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais un film comme District 9, oui. Qui est aussi, lui, il s'en cache encore moins, qui est vraiment une critique.
Et ben, tant mieux qu'il n'y ait pas eu un 2. Alors déjà oui, tant mieux. Je crois que c'était Oui, c'était prévu en travail. Mais si c'est pour complètement enfin pas désacraliser, mais détruire le thème du premier, c'est un peu dommage. Et dans American Nightmare, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on part d'un huis clos. Vraiment, tout va se passer dans la maison de la famille Sandin. Ils vont laisser rentrer un SDF et après, ceux qui traquaient le SDF vont vouloir récupérer leur proie et ils font forcer la maison pour rentrer. Mais ça se passe vraiment avec très peu de personnages et dans un seul et unique décor, la maison des Sandin. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de District 9, le réalisateur, comment il s'appelle Blomkamp, je crois. Il a toujours fait ça dans tous ses films. Il a fait tous ses films, qui soient souvent portés SF ou dystopiques, etc. Ça a toujours été une grosse critique sociétale. Ouais, sauf que je trouve que... Bon, on n'est pas là pour parler de lui, mais... dans District 9, c'est excellemment bien fait. C'est et génial. Plus ça va, et plus t'as l'impression que c'est une caricature de ce qui... Enfin, il refait District 9 en boucle, mais moins bien. Mais c'est ça. Ça fait partie de ces réalisateurs qui vont raconter la même chose différemment, mais qui raconteront systématiquement la même histoire. On pense à toi, Tim. Moi, j'ai une question, parce que je sais que t'es un peu friand de films d'horreur. Ouais, et un peu psychologique, si on veut. Ça, Ouais, c'est plus ou ouais. moins les thrillers. Mais, je sais pas pour toi, mais pour moi, les films à huis clos où quelqu'un pénètre chez toi, c'est vraiment le truc qui m'effraie le plus. Alors, c'est pas une question, ça, c'est une affirmation. Non, parce qu'après, et toi, tu as ce ressenti-là aussi parce que... Ouais, ça fonctionne bien parce que quand c'est bien fait, quand c'est bien réalisé, et là en l'occurrence pour moi dans The Purge ça fonctionne très bien, j'arrive à faire beaucoup d'empathie vis-à-vis de cette famille et le dilemme qu'ils vont vivre, et surtout t'as vraiment cette sensation de on rentre dans ton coffre-fort en fait, on rentre dans ton intimité, et c'est quelque chose que moi j'aime pas, et du coup là le film te le fait bien ressentir. Ouais, bah surtout que normalement chez toi c'est l'endroit où tu es censé être le plus en sécurité. Là en plus leur maison c'est l'ultra sécurité. Et voilà, et ça me fait rebondir à un film moi qui m'a... Enfin c'est un film que j'ai vu il y a quelques temps mais qui m'a aussi beaucoup impacté, c'est Funny Game. Ah mais celui-là... Et moi ça a quasi traumatisé en vrai, c'est le pire truc que je me dis que je puisse vivre. Tu sais, des monstres, ça va, ça fait peur, mais c'est pas pareil. Là, tu te rends compte de la monstruosité humaine, en fait. Ah mais Haneke, il a fait une masterclass sur Funny Ah Game, oui. c'est juste incroyable. Et oui, en effet, je pense que là, dans Funny Game, en fait, on atteint vraiment le sommet de ce que peut être une visite intrusive au possible, en fait. Et sans aucune empathie. Un peu comme dans Orange Mécanique. Mais Que c'est vrai, j'allais faire mon fameux « Quoi ?» Mais en fait, pas du tout. Mais oui, tout à fait, c'est vrai qu'il y a une scène de torture et d'intrusion dans Orange Mécanique aussi. et donc, pour revenir, recentrons-nous un peu sur ce film, nous avons pas mal digressé et ce fut fort intéressant. Mais là, vraiment, donc, il va y avoir la purge est annoncée, il y a l'alarme qui est alarmée. Qui dit la purge commence pendant 12 heures, nana, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est pas un peu, vous pouvez faire ce que vous voulez, les Oui, c'est homicides sont autorisés. La police, les pompiers, les systèmes de sécurité sont fermés. Ils sont en RTT, voilà. Voilà, et ciao. Et donc là, eux, ils actionnent leur baraque, donc gros, des plaques de métal qui descendent au niveau des fenêtres et tout, des portes. Et là, ils commencent leur petite vie et tu vas avoir ils ont des caméras, il va y avoir quelqu'un. Au départ, une silhouette qui va crier dans leur complexe « Sauvez-moi, aidez-moi, promis, je vous ferai rien » et tout machin. Et ce petit enfant, qui est leur fils, très empathique, va décider de désarmer sa maison, donc l'ouvrir, pour faire rentrer la personne dedans. Et donc, c'est là que tout commence. À savoir que le comédien qui joue le Black, du coup, le comédien noir qui rentre à ce moment-là, le SDF qui va rentrer dans la maison, jouait aussi dans Une journée en enfer. C'était un des deux gamins, un des deux neveux de Samuel L. Jackson. Ah oui, je l'ai pas reconnu. Mais c'est un acteur qui a joué dans pas mal de trucs en fait. C'est un acteur qui a fait pas mal de second rôle parce que sa tête me dit vraiment quelque chose. Et
Je sais pas si tu t'as remarqué, mais donc ils disent que c'est un SDF, voilà. Et à un moment donné, il est attrapé par Ethan, et tu vois qu'il a des plaques de militaires. Ah, des plaques militaires, ouais, tout à fait. Ouais, j'avais remarqué parce que plusieurs fois, en fait, la caméra insiste un peu, surtout dans les scènes de violence autour de ce Ouais. personnage-là, insiste sur ces plaques militaires. Est-ce que ça serait pas aussi une petite critique sur le retour des soldats et leur mise à l'écart des rebuts de la société? Peut-être, mais le fait que ça soit vraiment pas dit, bah tu t'en... Bah, moi, ça m'a fait penser à Rambo. Par deux, trois fois, justement, j'ai pensé à ça, la réinsertion en fait du militaire qui rentre. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, ce serait peut-être rentré d'Irak ou ce genre de choses, tu vois, ce genre de conflit très contemporain, très, très en phase avec notre époque. Mais ouais, j'y ai pensé. C'est dommage que ça, qu'on nous, à la fois c'est dommage et ça rajouterait du storytelling sur ce personnage-là en particulier. Finalement, on n'en sait pas plus. C'est lui qui va sauver la famille à la fin. Et c'est lui qui sera presque le juge ou le bourreau des personnes qui viennent en dernière partie de film pour se débarrasser de la famille Sandine. Et puis surtout, tu le vois arriver, il est caché, c'est telle une ombre. Il va ressortir à un moment donné pour les aider et il va partir. C'est comme tu dis, ouais, peut-être presque une ombre, pas vengeresse, mais presque un justicier parce qu'il est là au bon moment, alors qu'il subit quand même. Oui, il faut comprendre que déjà quand il arrive, que le gamin Sandine ouvre désarme en fait la maison pour laisser rentrer cet individu, qui n'a pas de nom hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment l'individu. Comment dire, il est déjà blessé, il saigne au cou, etc. Va s'en suivre après une série de péripéties où une bande de nantis, ou se présentant comme nantis, viennent sonner chez les Sandines parce qu'on leur a dit que leur proie s'était réfugiée chez eux et leur demande gentiment de leur rendre vivants ou que sinon eux allaient rentrer et qu'ils avaient les moyens de rentrer de toute façon dans la maison, qu'ils n'allaient pas attendre indéfiniment. Et ce type-là va se cacher dans cette espèce d'énorme demeure. La maison me semble très très grande par contre, parce que vraiment il y a beaucoup Ouais, beaucoup de ouais. pièces. Oui, oui, elle me paraît même trop grande parce que, comme tu dis, à un moment donné, il y a carrément leur gamine qui a vécu un petit traumatisme, on va en parler juste après, où il tourne la tête, elle a disparu, et vraiment, elle a disparu, on ne la retrouvera pas. Hein. C'est clair. Si elle ne veut pas qu'on la retrouve, on la retrouvera pas. Non, non, il y a vraiment, la maison est très grande, il y a un sous-sol, il doit y avoir un ou deux étages, et d'aspect extérieur, ça ressemble presque à un château moderne, vous voyez, l'espèce de grosse villa en pierre blanche ou pierre un peu ivoire. Voilà, c'est une très belle bâtisse, mais là, des fois à l'intérieur, tu dis, ben, c'est quand même très très grand pour se cacher. Quand les nantis rentrent dans la maison, ils sont quoi, 8, 10 normalement, tu fais le tour de la baraque quand t'es organisé. Bon, c'est ce qu'ils vont vaguement faire, mais finalement, ils explorent que très peu de la maison. Tu sens que l'organisation, c'est pas... Putain, ils ont l'air d'être bien alcoolisés aussi quand ils rentrent, hein, parce que... Oui. moi, Enfin, je trouve ça toujours un peu con, parce que tu fous le feu à la baraque. Les gens, Ah, ils bien vont sûr. sortir. Oui, tu Tu les sais, enfumes. voilà, c'est ça. Et tu casses pas toutes les fenêtres, tu rentres pas par les fenêtres. Enfin, tu fous le feu à la truc, et puis tu attends, et puis ils vont sortir à un moment donné. C'est ça, la mort. Faut comprendre que quand ils demandent à Ethan Hawke, donc le père de famille Sandine, les nantis qui arrivent et qui sonnent à leur porte, demandent à ce qu'on leur restitue leur proie. Ils leur disent on a les moyens de vous faire sortir, mais on attend juste que la bête arrive. Donc la bête, c'est simplement une voiture bélier qui va. Ils vont juste accrocher d'énormes chaînes aux plaques de métal qui sont censées des plaques blindées qui protègent toutes les entrées de la maison. Et ils vont tout simplement enfin, éclater la porte d'entrée et rentrer comme ça. Ça aussi, un gros problème. Quand tu regardes, il y a deux véhicules sur l'extérieur, parce qu'il y a quelques petits passages, un avec des chaînes, que comme tu dis, oui, qui sert à ouvrir la porte d'entrée, mais toutes les fenêtres autour de la maison, après, n'ont plus de plaques protectrices. Oui, oui, tout à fait. J'allais y venir justement. C'est que bon, ils arrachent la porte d'entrée. Est-ce que ça désarme automatiquement toute la sécurité? Donc il y a quand même une grosse faille de sécurité. Hein, si vraiment t'arrives à enlever une plaque et ça ouvre tout. Mais en effet, après, les nantis, du coup, pénètrent la maison par toutes les fenêtres et toutes les fenêtres sont de nouveau ouvertes. Mais on n'a aucun plan on n'a aucun plan de coupe du système d'alarme qui se désarme ou quoi que ce soit. C'est Et puis je pense surtout que c'est vraiment scénaristiquement parlant, parce que s'ils rentrent tous par la porte d'entrée, ils vont tous se faire abattre comme des...
Enfin, ça va être du tir au pigeon, quoi. Bah bien sûr. Mais il y a ça, moi il y a un autre truc que je ne comprends pas, je suis une famille riche, multimillionnaire, enfin ça va, t'es bien, mais moi je pars en week-end, je change de pays. Oui, clairement. C'est une journée, c'est la nuit du 21 au 22 mars. Et ben je prends une petite vacance. Je vais dans L'anniversaire un de ma pays- mère, tiens. Oui, de mon père. Et De la mère de mon fils. waouh, Ouais, surenchère, vas-y. commence à faire du monde là. Ouais, tiens. Et je sais pas, tu sais, je pars un petit week-end, je sais pas, en Angleterre, à Paris. Enfin, je bouge quoi. Ils ont tellement imbus de leur système de sécurité qu'ils pensent que rien ne peut passer. Et en plus, après, quand il pose la question, sa femme lui pose la question, ils font mais est-ce qu'ils peuvent rentrer quand même? Il fait peut-être, je sais pas, il est fiable à 99%. Ouais, enfin, si t'avais pas pensé au fait d'arracher les trucs avec une bagnole. Comment Revois ça se tes fait que t'as fini concepteurs. premier, Ah première ouais. société de sécurité d'Amérique du Nord? À un moment donné, il y a un Bah, problème quand même. parce qu'en vrai, enfin, tu prends pas un bulldozer, mais quasi, tu rentres dans toutes les baraques. Hein. Bah bien sûr. Surtout la voiture bélier, là, je suis sûr que tu lui donnes un peu de boost, elle rentre dans la maison. Hein. Ah oui, parce que ça reste que de la pierre, hein. Tu déglingues ta voiture, mais au moins... Et puis bon, c'est des gens, les nantis qui veulent rentrer, se présentent vraiment comme des éphèbes, des nantis, qui sont là pour chasser la vermine, donc comprendre là en l'occurrence le rôdeur afro-américain, et ils ont les moyens. Oui, et puis, c'est un tel point, enfin, le chef des nantis, il a un tel point de... je m'en fous, rien m'arrivera que c'est le seul de sa bande à ne pas avoir de masque. Il tue ses propres copains, il le dit lui-même. Enfin, il dit lui, si c'est mon ami, je l'ai buté. Imaginez ce que je vais vous faire vous alors que vous êtes rien. Vraiment, tu sens qu'ils sont dégénérés cette groupe. C'est ça, et le fait qu'il tue un de ses amis nous rappelle en fait que bah, c'est un méchant vraiment très méchant. Et puis tu le vois avec, tu sais, il a un sourire très méchant. Enfin, c'est une caricature de méchant. C'est, je suis méchant, je te fais un sourire de méchant. Mais je me permets de rebondir, tout à l'heure tu parlais du traumatisme qu'a vécu la Oui. fille Sandine. Est-ce que tu veux en parler un peu? Zoé. Alors Zoé, donc comme on l'a dit au début de ce podcast, elle sort avec un garçon qui s'appelle inséré prénom de garçon. Henri? Ouais, ah oui, je crois que c'est ça. J'allais dire Mike. Henri ou Harry ou un truc comme ça, enfin bref. Ouais, je crois que c'est Henri. Enfin, on l'appellera Henri Harry. Et donc ce Henri Harry qui sort avec cette fille, elle très amoureuse et ce qui en découle son problème avec son père, parce que son père est contre, parce que il a l'air d'être un peu plus vieux qu'elle, même si on ne sait pas de combien. Tout ça, c'est un peu floux. Et au moment où il y a la fermeture, donc la protection, il est dans la maison. Donc ce qui est bien, hein, vraiment, c'est que cette maison, enfin, tu y rentres Facilement, ça va, c'est facile. 364 jours dans l'année, ça va. Il y a vraiment rentré juste avant qu'ils activent le système Ouais, de c'est ça. sécurité. Et il lui dit, moi je suis là pour parler à ton père. Et il dit, ouais, mais ça va mal se passer et tout. Il fait, non, t'inquiète. Je vais lui parler, ça va bien se passer, on est entre personnes adultes et consentantes. Il y a là. Il avance. Et en plus, ils te font tout un truc parce que il y a vraiment le côté très ralenti, très machin. Tu sens que la tension, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et il arrive, il fait, hey, Mr. Sandin. Et donc, l'autre il regarde. En plus, il y avait déjà les nantis qui parlaient. Hein. Donc, t'avais les problèmes à l'intérieur, à l'extérieur. Et il sort un flingue et il commence à vouloir tirer sur son père, sur le père de sa copine. Sandin réplique, le tue. Et donc là, Zoé elle pète une pile. Mais ça va, ça reste contrôlé. Elle pète pas une pile contre son père en fait, elle Non. pète une pile parce que bah il y a le cadavre de Ouais. son petit copain dans sa C'est chambre. ça. Et comme elle le dit, elle dit, je savais pas qu'il était là, je savais pas ce qu'il voulait faire à papa. Et il est mort. En gros, c'est pas ah mon père l'a tué, bah je fous le sbeul. Donc tant mieux en vrai, c'est bien. Oui, c'est une réaction. Je pense que c'est une réaction plus ou moins normale. Elle n'était pas du tout, comme tu dis, au courant des intentions d'Henri. Et j'ai vérifié, hein, c'est bien Henri. Et du coup, oui, bon bah son père l'a tué, mais c'était de la légitime défense. Et Ah là, totalement. quand ils se recroisent dans ces énormes couloirs et escaliers de la maison, la première question, elle va croiser sa mère, je crois d'abord, et la première chose qu'elle va demander, c'est est-ce que papa va bien, est-ce qu'il n'a pas été blessé. Ce qui montre qu'elle est quand même, elle est quand même intelligente dans sa panique
et qu'elle en veut pas à son père de ce qui s'est passé, malgré le fait qu'il ait tué son copain. C'est ça. Et le deuxième gros truc, c'est qu'à un moment donné, ils vont attraper cet intrus. Ils vont commencer à le scotcher et tout parce que le père veut livrer le SDF pour protéger sa famille. Ce qui est louable hein, dans les faits. Et c'est Oui. là que le film te prend à partie d'un seul coup. Il te dit, ouais, mais en fait, ils n'ont pas d'échappatoire. Dans tous les cas, ils vont faire quelque chose qui est, dans notre référentiel actuel, n'est pas bien. Ils vont soit donner quelqu'un à des barbares à l'extérieur, soit les barbares vont rentrer et ils vont tuer tout le monde. Quel que soit ce qui se passe, c'est justifiable. Oui. C'est ça le truc. Moralement parlant, moins. Mais la morale, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Mais là, voilà, c'est soit il donne quelqu'un et donc il participe, entre guillemets, à son meurtre, mais il protège sa famille, soit il décide de protéger cette personne et il met en danger toute sa famille. Et ce dilemme-là va être... tu sens que lui, voilà, il veut protéger sa famille. Là, sa femme, pareil, mais qu'à un moment donné, elle va comprendre que, bah non, c'est pas ça les gens que nous sommes, nous. C'est ça, et le dilemme moral va atteindre son apothéose quand ils finissent par attraper l'intrus, ils le blessent. Oui. Après, ils l'assomment, ils veulent le scotcher à une chaise, etc. Il va se débattre, elle va pas vouloir se laisser faire, et c'est le père de famille, donc Ethan Hawke, qui va demander à sa femme, mais tiens, prends le coupe-papier qu'il y a sur le bureau à côté, ou peu importe, et enfonce-le dans sa plaie. Bon, alors déjà, moi, ce genre de scène, je peux vraiment pas, hein, c'est vraiment réenfoncer quelque chose dans une plaie béante, c'est quelque chose que je vis toujours très mal. Ouais, et puis en plus, 2-3 fois, là, et c'est bien montré, même si c'est c'est très sombre, on voit tout. Et après, donc à un moment donné, il va avoir ce déclic à dire bah non, bah tu sais quoi, les nantis, je vais les attendre, je vais les défoncer. Mais je comprends pas pourquoi ils. Non, en fait, je comprends. Parce qu'ils auraient pu dire au mec bon, on t'a torturé, mais maintenant tu veux nous aider. Ouais, On te détache, c'était pour rigoler, ça va. Ça va, t'as pas d'humour ou quoi? Avec un corps d'athlète comme ça, hein. Bon. Les pauvres, hein, vraiment pas d'humour. Et, et donc là, et c'est pareil, ça c'est un autre truc que je trouvais, c'est il a des armes. Il a quelques flingues parce qu'il en donne un à son fils, il en donne 2 à sa femme, il en prend un pour lui, et il prend un fusil à pompe. Ouais. Mais je sais pas, t'as pas d'autres armes, t'as pas des je sais pas moi, des fusils d'assaut, des conneries comme ça. Je pense que ça peut être bien ça aussi. Mais on est aux États-Unis en plus, je veux dire, normalement. Ouais, et puis tu travailles dans la sécurité quoi. Je veux dire, normalement, t'en as 2-3 quoi. Je dis pas que tu dois avoir un bazooka, hein, calmons-nous quand même. Même si ça te ferait pas de mal. Ça, c'est astucieusement mis en avant ça quand ils activent leur système de sécurité, donc quelques minutes avant l'ouverture de la purge. Il ouvre l'armoire, c'est une armoire sécurisée. Tu sens que le mec est quand même. Enfin, il est à l'aise avec tout ça, mais il prend des précautions. Ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs. Les armes à feu sont dans un coffre à code. C'est uniquement pour. Il en prend une avec lui, une belle arme quand même, mais une arme de poing. Mais comme il le dit lui-même, c'est au cas où, on sait jamais. Mais toutes les armes sont. Et t'as un plan très furtif de caméra sur l'ouverture du coffre. Et donc le fait d'extraire lui une arme pour la soirée, histoire de. Mais on voit qu'il y a d'autres armes à l'intérieur. C'est intelligemment mis en scène. Et on comprend que lui, c'est pas un tireur non plus, quoi. Et pourtant, il en allonge des mecs, hein. Ah, par contre, il sait se battre, parce que au moment où les nantis vont pénétrer la baraque, bon bah à un moment donné, faut défendre faut défendre sa maison, sa famille, ou sa famille et sa maison, on va dire dans ce sens-là, c'est mieux. Et il va en aligner du nanti. Ouais. Tu sens qu'il a au moins une petite formation aux armes. Oui, parce oui, que oui. tu sens qu'il garde quand même vachement bien son sang-froid et tout. Après, il y a l'adrénaline qui joue. Mais et j'aime beaucoup moi cette scène dans la salle de billard, de flipper, enfin la salle de jeu quoi. Oui. Où il va se battre contre 2-3 personnes et il va mettre un coup de hache magistral dans le dos d'un mec. Je trouve cette scène vraiment stylée. Oui, la tension est très intéressante. Ouais. Et il va avoir le coup il va récupérer son arme. Il y a des mecs qui sont allongés, il sait pas s'ils sont morts ou ils sont pas morts. Et bah c'est pas grave. Une balle chacun, même allongé, c'est pas grave. La balle de sécurité. Ouais, au moins je suis sûr que tu te relèveras pas. Et puis une balle de fusil à pompe de sécurité, je peux te dire qu'après ça se relève pas. Et là, badaboum. Le chef des méchants. Le chef des méchants lui met un coup de couteau. Un couteau de 300 mètres de long. Ah ouais, et puis avec des dents et tout. Hein. C'est pas. Enfin, à ce niveau-là, c'est une épée. Hein. Écoute,
écoute auditeur, pardon, écoute auditeur. Tu penses que Rambo, il a un gros couteau? Rambo, c'est une pédale à côté. Son couteau, hein, j'entends. Tango et Cash, la réplique, hein, m'en voulez pas, hein, vraiment, voilà, pas taper. Hein. Et oui, et donc il le poignarde. Ça se passe pas très bien. Ethan va mourir des suites de ses blessures. Le clocher se met à sonner. Ouais, au moment où on parle de la mort d'Ethan. Hein. Ouais, c'est beau, hein. On devrait laisser, tiens, je vais le laisser. Voilà. Il sonne 6 coups, parce que c'est 18h. Les joies d'habiter dans un village. Enfin, t'habites surtout en face de l'église. Ouais, elle est presque rattachée à ma propriété, hein. Vraiment. Hein. Parce que moi, j'habite en face de l'église aussi, ça va. Hein. Voilà, les 6 coups, donc 18h, ont sonné. Heure de sortie du podcast lundi, évidemment. Et Ethan est mort. Et sortie aussi de nos vidéos le vendredi sur KVO. Encore de l'autopromo. Putain, mais il est fort, hein. Eh ouais, moi je suis comme ça. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Toute ma vie depuis tout à l'heure. Tu pourrais faire ça toute la journée. Presque. Enfin, il serait chiant le podcast de 24 heures quand même. Mais et là, rebondiment. Oh la vache. Rebondiment. C'est des rebondissements et des condiments mélangés. C'est des rebondiments. Rebondissement rebondesque. Wow. On va voir arriver les voisins. Ceux qu'on a vus tout au début des films. Des voisins armés qui ont peur de rien, qui butent des gens, qui vont entrer à la maison, qui vont commencer à tuer les nantis, mais tranquille. Après que le méchant des nantis ait été tué par Zoé, la fille de Ethan, faut bien le dire quand même. Enfin, tout le monde aura tué quelqu'un, sauf le fils. Sauf le fils, ouais, c'est vrai que le fils manque de se faire, oui. alpaguer. Mais ouais. Mais non. Et là, ces riches du même complexe vont les attacher, vont commencer à être à leur dire fermez vos gueules et on va vous tuer. Et ils se mettent en ronde, ils commencent à réciter un truc. Enfin, ça fait vraiment très secte et c'est un sacrifice, ils le disent même. C'est un sacrifice pour les nouveaux pères fondateurs, pour le bien des États-Unis of America, The Purge. Et tu vois, c'est là où le film me perd, moi. Autant tout était bien, autant le fait de retrouver les voisins qui ont été présentés vraiment dans les 5 premières minutes, vraiment dans l'exposition. T'as la voisine qui vient voir la mère de famille Sandine, qui lui offre des cookies. Et on comprend bien dans le discours qu'il y a un peu d'amertume. Elle le fait un peu entendre que eux ils ont réussi et qu'ils affichent peut-être un petit peu trop leur richesse, etc. Et on les retrouve à la fin, très bien. C'est quelqu'un qui est attentif ou qui a l'habitude de ce genre de film. Attends, moi j'attendais même, la première fois que je l'ai vu, je pensais même que c'était une des nantis qui portait un masque du coup, et qui faisait partie enfin la famille, les voisins faisaient partie des tueurs. Mais en fait non. Mais alors le coup de la prière au père fondateur. En fait, c'est là où ça me perd. Ils le disent bien, oui, vous la racontez trop, nanana. En plus, c'est vraiment les nouveaux riches. Ah ok, ils ont de l'amertume, du ressentiment pour ces gens-là. Il n'y a pas de souci, mais j'avoue que le truc en rond, la prière, oh putain, ça aussi, j'ai trouvé ça tellement too much. On le retrouvera dans le 3, je crois qu'ils arrivent à un moment donné dans le 3, après moult péripéties, dans The Purge 3, ils se retrouvent aussi dans une espèce d'église qui est vouée au père fondateur ou je sais pas quoi. Après, peut-être que mes souvenirs sont flous du film. Et encore une fois, ça me reperdrait, tu vois, parce que les gars, vous les avez, il y a toute la famille, le père est décédé, vous avez les 2 gosses, la mère, ils sont ficelés comme des saucissons, tuez-les. Ouais. Fin du game. Ouais, mais après, c'est comme dans bon nombre de trucs. C'est pourquoi les tues maintenant. Et puis là, il va y avoir l'arrivée de ce personnage intrus qui va tuer un des groupes, frapper, prendre en otage une autre personne. Et là, le choix incombe à la mère. Elle a le choix. Soit elle bute tous ses voisins, soit elle les bute pas. Et elle décide de ne pas les tuer parce que voilà, elle trouve que il y a trop de sang qui a coulé. Donc ils finissent autour d'une table. Dans ce qui pourrait ressembler le salon ou la cuisine, tu vois, oui. Vraiment, genre, à attendre, ouais, vas-y. À attendre que la purge se finisse. Et là, je trouve que... donc la blonde du début, celle qui est un peu la leaduse des voisins méchants, va essayer de prendre un fusil. Elle se prend une tatane et derrière Madame Sandine prend sa tête et l'éclate contre la table en verre. Littéralement, elle fusionne avec la table en verre.
Elle se relève, elle a le nez éclaté, du sang qui coule abondamment. Je trouve cette scène mais tellement cool. Ah oui, Vraiment, il était temps. Tu sens que la mère, elle en ouais, contenait, toi, et c'est là, ça rejoint ouais. ce que je disais tout à l'heure. Sa mère, la mère de famille Sandine, se contient énormément Ah ouais, depuis sur elle a plein de tout choses. lâché, puis elle lui dit, bam, elle fait. Elle lâche tout J'ai sur dit, un coup de, ouais, un ouais. coup de maître. Et elle dit, j'ai dit, on fait rien. Il y aura plus de morts. Ah ouais, ah oui, Madame Sandine, quand elle parle, il faut l'écouter. Hein. C'est ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'à ce moment-là, l'étranger, du coup, Dante Bishop, il s'appelle. J'ai vérifié sur Wiki. Il a un nom, alors qui n'est pas prononcé dans le film, mais peut-être que si tu mets pause au bon moment que tu regardes ses plaques de militaire, c'est noté dessus. Dante Bishop. Après, c'est peut-être un anagramme ou un truc. Slash l'étranger, donc vraiment l'étranger de la maison. C'est lui qui va tenir en joue tout ce petit monde assis autour de la table, y compris la famille, la mère de famille Sandine, en attendant 7 heures, l'alarme qui annonce la fin de la purge. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Du coup, c'est ce que je disais, c'est lui qui laisse le choix même à la mère. Il dit bon bah maintenant que c'est moi qui les tiens en joue, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les tue ou pas? Et c'est la maman Sandine, comme tu disais, qui va dire non, il y a eu assez de sang, on va tous s'asseoir autour d'une table, on va attendre gentiment 7 heures du matin que la fin de la purge soit sonnée. C'est ça, et c'est fort. Et puis, tu vois les voisins repartir à la fin de cette purge. Bishop aussi. Donc, Dante Bishop, il part, et vraiment, il part, mais il boite un peu, mais voilà. C'est pas, il dit bonne journée, bisous, et puis on se revoit plus. Et, euh, et c'est la fin. Et après, t'as toute une annonce, t'as l'annonce sûrement des médias non, l'annonce gouvernementale qui dit que la purge c'est fini, que tout va reprendre son truc. Et on n'a pas parlé de ça, mais au d'un coup, il y a un espèce d'intervenant neurochirurgien, psychologue, tout ce que tu veux là, Oui, neuropsych spécialisé en ouais, criminologie. qui explique que grâce à cette purge, il n'y a plus de chômage, il y a moins d'1% de chômeurs. Il n'y a plus d'infractions, il y a plus... En fait, comme si pendant 12 heures, tu laissais faire tout le monde ce qu'il voulait, pendant les 364 jours qui restent, ça va. Et les gens, ils se disent, t'inquiète, dans tant de temps, je pourrais foutre le sbeul. Ça me paraît un peu gros quand même. En fait, ce qu'il aurait fallu, je pense, ajouter, parce que c'est pareil, ça m'a fait tiquer de me dire, mais alors attends, pendant une journée, enfin pendant 12 heures, t'as le droit de laisser exploser ta rage, jusqu'ici tout va bien, mais les 364 autres jours de l'année, tu te tiens un carreau. Et peut-être que c'est dit dans les autres films, je sais pas, mais est-ce que du coup ils ont renforcé vraiment d'une manière très stricte et totalitariste le système judiciaire? Du fait que vraiment, si tu fais une boulette alors que t'es pas autorisé à la faire, c'est la chaise de suite. Et c'est dommage qu'ils en parlent pas de ça, d'expliquer que le système judiciaire s'est énormément durci tout au long de l'année. Jusqu'à ce que ça fait déjà 12 ou 14 ans hein, que la purge existe. Donc toi, ça, maintenant les gens sont habitués, des enfants sont nés sous ce dogme de la purge annuelle. Donc du coup, automatiquement, même si tu durcis les lois, les nouvelles générations sont habituées à ça et ne commettront pas de délit. Ils auraient peut-être pu laisser glisser ce petit message-là pour gagner en clarté. Oui. Après, je sais pas, je crois pas, mais t'as pas les réponses plus tard en fait. T'as pas les réponses dans le 2 et 3, tout ça. Il me semble pas, hein, le 2 c'est grand guignol, là, c'est Mad Max dans une ville, quoi. C'est vraiment... Et puis dans le 3, c'est Mad Max qui revient dans une ville. Donc, c'est ça, pour protéger la présidente des ouais. États-Unis. Après, peut-être dans la série, tout ça, mais je veux dire, ça fait trop. Et je pense que le premier se voulait comme un petit truc sociétal, huis clos. Et c'est pour ça qu'on a très peu de réponses sur nos questions, parce que peut-être qu'on ne doit pas se les poser. Et c'est dommage. Comme tu dis, ça manque un tout petit peu de clarté. Je pense que ça aurait pu être clarifié en très peu, en une interview à la Bien télé, sûr. genre. Au second plan, vraiment, mais les gens l'entendent, tu vois, c'est juste ça. Et moi, ce film, au final, il me fait penser un peu à Saw. Alors, pas du tout dans ce qui nous est raconté, hein, mais dans la façon dont ça a été pensé et produit. Saw, je pense qu'à la base, ce film était pensé pour être autonome. Et que, bon, évidemment, derrière, vu le succès, il y a eu des suites. Mais si on regarde bien, le premier Saw, c'est un huis clos où les morts sont suggérés, comme dans Seven, et rarement montrés, ou très peu montrés, ou montrés de manière stylisée, façon clip du coup. Et dans le premier Purge, l'action est un huis clos aussi. Il y a son lot de violence, qui est par contre un peu plus exposé même que dans Saw, je pense. Et ça n'appelait pas de suite dans les deux cas. Oui, je suis d'accord. Ces films enfin,
se suffisent à eux-mêmes. se suffisent eux-mêmes, merci. C'est ça, tu peux les regarder indépendamment du reste. Et je pense que ça suffit, oui. Ta comparaison avec Saw, pour moi, fonctionne très bien. Parce qu'après, dans les différents Saw, après, c'est juste toujours plus. C'est du torture porn. Ça devient du torture porn, ce que n'était pas du tout. Et les gens, des fois, je pense, ont tendance à un peu l'oublier. Ce que n'était pas le premier. Le tueur dans Saw, c'est un sociopathe ou ce que vous voulez. Ses plans, son stratagème, sont machiavéliques et s'apparentent à du torture porn, mais on nous le montre pas. Oui. C'est notre cerveau qui fait le travail. Et dans American Nightmare, le premier est un huis clos. Ceux d'après sont vraiment des films d'action à tire-larigot, quoi. Oui. Braquage à tire-larigot, c'est pas un film, ça? Je suis pas sûr. Je sais plus. Bref, c'est pas ça. Ah, c'est Magouille à tire-larigot, je crois. C'est un Micmac à tire-larigot, je crois. C'est un Jean-Pierre Jeunet. On arrive aux conclusions. Nous y arrivons, tout à fait. Olive, ta conclusion, s'il te plaît. Voyez The Purge. Refaites-vous un avis si vous l'avez vu une première fois et que vous étiez un peu resté dubitatif. C'est un bon film qui critique d'une manière très légère la société. C'est une belle critique sociétale, même s'il en manque de clarté, comme on a dit juste avant un petit peu. Mais globalement, ça se laisse vraiment regarder. L'acting est très correct, il n'y a aucun problème là-dessus. Les enjeux du film sont clairement définis et la tension va vraiment crescendo et ce jusque la fin. Il n'y a pas un espèce d'acte 3 sorti du chapeau où c'est de la grosse bagarre à tout va. En effet, ça va tirer un peu plus. Il y a des morts des deux côtés, mais c'est intelligemment fait. Donc vraiment, bon film. J'ai vraiment passé un bon moment en le redécouvrant là pour le podcast. Donc allez-y, foncez. Vous ne serez pas déçus. À ne pas regarder en famille, ceci étant. Et toi, Doudou? Merci pour ta conclusion. Alors, j'ai pas grand chose à rajouter. Tu as dit plus ou moins ce que je pensais. Et agréable à regarder. C'est vraiment un bon film, un bon film psychologique, un bon huis clos. Tout fonctionne plutôt bien. Et voilà, moi je vous dis foncez en vrai. On peut si vous ne l'avez pas vu, mais vous avez commencé par le 2 ou le 3 ou le 4 ou le 5 ou la série. Je sais pas, mais je pense que revenir au fondement et se rendre compte que c'était ça, The Purge, à la base. Un vrai film huis clos, un truc où t'as du stress, t'as un sentiment un peu de mal-être, même si c'est très vite dissipé. Avec des bons acteurs, des bons trucs, foncez. Mais pas en famille. Ouais, et ne vous fiez pas aux avis internet, parce que je sais qu'il a reçu... L'accueil a été plus ou moins mitigé. Pour le coup, faites-vous votre propre version du film et votre propre idée, parce que vous pourriez être surpris, contrairement à ce qui se dit un peu sur Internet. J'ai pas été voir ce qui se disait, je me suis arrêté juste à ce que disait la page Wikipédia. Mais 40% de critiques positives, c'est peu. 5,5 sur 10, c'est finalement assez peu pour un film qui vaut pas la peine qu'on s'en relève la nuit non plus, mais qui, pour 85 minutes, vous offrira du divertissement de qualité et un bon suspense. Oui, c'est ça en fait. Vous voulez voir un film qui est un peu, comment dire, un peu anxiogène, un peu avec un peu d'action, un peu. C'est ce qu'il vous faut. Je trouve quand même sévère comme tu dis. Ces notes-là, c'est pas fifou. Hein. Non, c'est dommage, je trouve, parce que c'est un bon premier essai sur une thématique intéressante et qui est encore très très contemporaine. C'est très d'actualité. Ouais. Et bien je sais quel sera le prochain film. Ah, j'ai envie parce que je pense que ça peut être bien de comparer ces deux films pour diverses raisons, parce qu'ils ont un impact plus ou moins psychologique et ce sont tous les deux des huis clos. J'ai envie que l'on s'attaque la semaine prochaine à Phone Game. C'est marrant parce que pendant ma conclusion, j'y pensais. À Phone, pas Fun, hein. Phone Game, le jeu téléphonique. Game. Ouais. Avec Kiefer Sutherland. Yes, et Colin Farrell. Exactement. Très bon film. Enfin, bon ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire dans ce podcast et là je pense que c'est bien parce qu'on pourra un peu les comparer. Oui, parce que sur certains points, ça ne raconte pas la même histoire, mais on est sur une thématique qui se rapproche par certains points. C'est ça. Et donc, semaine prochaine, Phone Game. Oh yeah. En attendant, portez-vous bien, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne KVO.
Abonnez-vous. Oh, de l'auto-promo une fois toutes les demi-heures. Abonnez-vous à KVO. Des bisous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Ciao, salut. ciao.